Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Un petit mot de présentation. Nous sommes l'Ameublement français, donc la fédération, l'organisation professionnelle des industries de l'ameublement avec 350 adhérents. Nous avons environ 150 entreprises qui travaillent dans le domaine du contract, qu'ils soient fabricants, agenceurs, fabricants de meubles ou de matelas, des éditeurs, des upcyclers, les nouveaux arrivés, des fabricants de mobilier de bureau et de collectivités qui interviennent aussi dans ce domaine. Nous avons organisé ces échanges depuis le confinement, depuis le mois de mars-avril. Et en fait, c'est pour éclairer un petit peu la route et nourrir nos réflexions que nous avons démarré cette démarche. Les règles du jeu, elles sont relativement simples. Vous avez la possibilité de poser des questions. Et nous avons Samia qui est en relation, qui va nous les sélectionner, entre guillemets, et les poser aux interlocuteurs à la fin de l'entretien. Nous sommes en partenariat avec Bimedia, représenté par François Salane. Bonjour François. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc Bimedia, rapidement, c'est des supports. Oui, un ensemble de titres professionnels positionnés sur l'équipement de la maison et le contract, intramuros, archi-créé, courrier du meuble et de l'habitat, entre autres. Entre autres. Et puis, avec Équipe Hôtel, donc représentée par Béatrice Gravier, la directrice. Bonjour Béatrice. Bonjour encore, bonjour à tous. Ouais. Bernard Boutboul, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous avez un joli panneau Gira derrière vous, là. Vous pouvez nous présenter votre démarche professionnelle, vos travaux, comment vous fonctionnez? Alors, Gira a fêté ses 30 ans l'année dernière, en 2019. Vous êtes peut-être un peu loin du micro, Bernard. Bon, là, vous m'entendez un peu mieux? Ouais. Je dirais que Gira a fêté ses 30 ans en 2019. Nous sommes un petit cabinet d'accompagnement spécialisé dans toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile. On prononce de moins en moins le mot restaurant ou restauration parce que si on pose la question aux consommateurs et on leur pose souvent qu'est-ce qu'un restaurant, ils sont très embêtés de nous répondre. Entre McDonald's, la boulangerie du coin, la station-service et Carrefour qui fait du snacking. Vous voyez, le restaurant pose un sacré problème. Donc, on préfère parler de consommation alimentaire hors domicile. Qui sont nos clients? On a 3 grandes familles de clients, les restaurateurs directs, ceux dont c'est le métier, et les indirects, c'est tous ceux dont j'ai parlé précédemment, la grande distribution, les magasins, etc., qui ont adjoint des activités supplémentaires, qui nourrir les gens pendant qu'ils étaient là. Deuxième grande famille de clients, les fournisseurs du secteur. Alors, on travaille avec l'industrie agroalimentaire, des grossistes, des distributeurs, des architectes, des designers, etc. Et puis une troisième famille de clients qui sont les institutionnels et le monde entier. On travaille avec des CCI, avec des mairies, avec des salons, justement. On parlait de salons avec Béatrice, avec des syndicats, avec des fonds d'investissement, avec des banques. Dernièrement, enfin ces dernières années, avec les 2 gouvernements successifs antérieurs à Emmanuel Macron pour les problématiques d'abaissement et de relèvement de taux de TVA qu'on a vécu dans la restauration. On est le pays le plus instable au niveau fiscal dans la restauration au monde. On a changé juste 4 fois de taux de TVA en l'espace de 8 ans. Enfin voilà comment on fonctionne et voilà qui on est. Nous sommes une toute petite équipe et nous sommes moins de 10 et nous sommes basés boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, en face du jardin de Luxembourg. C'est sympa. Donc à la fois des études macroéconomiques et de l'accompagnement éventuellement individuel pour des clients. D'accord. Comment vous voyez cette crise? On n'a jamais vu ça, c'est grave et c'est du jamais vu, on va avoir du mal à s'en remettre, ou c'est une crise de plus, entre guillemets, puis on en a vu d'autres? C'est grave, Philippe, mais si on prend un peu de recul, ce n'est, si je peux m'exprimer ainsi, qu'une crise supplémentaire en termes de turbulence pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Parce qu'elle en a eu bien d'autres. Bien sûr que c'est la première d'un point de vue sanitaire, on n'a jamais eu ça d'un point de vue sanitaire, mais on en a eu d'autres. N'oublions pas les crises qui ont impacté le secteur. Crise de la vache folle en 1996, deuxième crise de la vache folle en 2000,
le 11 septembre 2001, même si c'est très loin de chez nous, les restaurants ont été désertés de peur que novembre 2015, où on a attaqué des terrasses, des cafés, des restaurants. Ouais, c'est vrai. Je parle des attentats. Avril 2017 sur les Champs-Élysées. Décembre 2018, le marché de Noël à Strasbourg, rappelez-vous. Bref, tout ça a eu évidemment beaucoup d'impact très puissant sur le secteur qu'on appelle CHR. De mémoire, c'était de moins 20% le 11 septembre 2001 à moins 60% au lendemain des attentats de 2015. Donc, et je ne parle que des crises, je ne parle pas des manifestations et des grèves, parce qu'on s'est eu les gilets jaunes, on a eu les grèves des transports, donc le secteur est particulièrement bien touché par tout ce qui se passe depuis de nombreuses années. Ça se cumule et je connais beaucoup d'acteurs qui commencent à baisser les bras, et qui commencent à ne plus avoir le moral et qui commencent à se demander s'il ne faut pas arrêter et aller faire autre chose. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a une turbulence importante, ils sont les premières victimes, quoi, en fait. Ouais, nous sommes dans un secteur qui est totalement dépendant. Il y en a qui sont climato-dépendants, mais nous, on est, comment je pourrais dire, événements et crises dépendants. Ça, c'est clair. Et par rapport à ça, des restaurateurs, il y en a qui sont très anxieux, d'autres très optimistes. On a un peu toutes sortes de populations, j'imagine, que vous rencontrez, non? On a toutes sortes de populations, mais pour terminer, juste ce que j'étais en train de dire sur les crises, et ça va peut-être vous surprendre, je suis extrêmement pessimiste optimiste, pardon, pour les mois et années à venir, pour 3 raisons. Et ça, il faut bien qu'on les ait en tête. C'est que nous nous sommes toujours relevés des crises que j'ai citées précédemment. On a chuté de moins 20, on a chuté de moins 60, on s'est toujours relevé. Et il y a même eu des crises encore plus fortes. Je pense à la suite de la crise de la vache folle, il y a eu l'affaire Buffalo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà. Buffalo Grill a fait 3 fois les premiers titres des JT de 20 heures en disant il a triché, il a acheté de la viande en Irlande et c'était interdit. Buffalo Grill est toujours debout. Pourquoi? Parce que les Français ont un affect. C'est ma deuxième raison pour laquelle on s'est toujours relevé et que je suis très optimiste. C'est que les Français font partie des quelques pays au monde, il n'y en a pas beaucoup, qui ont un tel affect pour la sortie au restaurant, pour le plaisir, pour le partage, la convivialité et la fête, c'est qu'ils n'ont jamais fait l'impasse et ils n'ont jamais régressé leur sortie au restaurant. Et la troisième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que le marché de la restauration, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre à droite à gauche, est un marché qui est porteur, voire extrêmement porteur, pour 2 raisons essentielles qui sont logiques et qui sont sous nos yeux. Le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout en France. On rentre de moins en moins à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est trop loin, parce qu'il y a des embouteillages, parce que mon frigo est vide et pourquoi je rentrerai ? Parce que j'ai rien à manger. Enfin bon, bref, le business du midi de la restauration, il est excellent. Et le soir et le week-end, c'est pour une autre raison qu'il est porteur, c'est que les Français ont un petit souci, c'est qu'ils savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Donc, le business de la restauration est un marché qui est très porteur. Et nous avons pronostiqué il y a 1 an, alors c'est un peu remis en cause avec le Covid que nous ne connaissions pas, que dès 2021, voire 2022, nous passerions en croissance à 2 chiffres. Alors, c'est 2021, je ne pense pas, mais 2022, nous sommes intimement persuadés qu'on va prendre une vitesse de croisière très importante. Nous sommes sur un marché qui est très porteur. Parce qu'avant cette crise qui a commencé au mois de mars, on était sur des évolutions qui étaient très positives. 2019 était une belle année, non? Absolument. Nous sortons là une étude la semaine prochaine, c'est imminent, où nous allons sortir une projection de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer en 2020. Et c'est vrai que nous travaillons sur 4 grandes périodes. L'avant-confinement, confinement, le déconfinement, la saison estivale. 4e période, c'est de septembre aux fêtes de fin d'année et les fêtes de fin d'année. Et là, on voit des comportements, on prévoit des comportements, vous allez voir, qui vont être très, très surprenants, mais d'un point de vue positif.
vous me demandiez, Philippe, comment se comportent Un petit peu l'attitude des gens, parce que on s'aperçoit que dans la population, il y a des gens qui sont extrêmement frileux, très craintifs, et d'autres qui sont à la limite très légers par rapport à tout ça. Bon, j'imagine que dans les restaurateurs, il y a le même type de population et différente, hein. Alors déjà, parlons du consommateur. On a observé les typologies de consommateurs, comment ils se comportent par rapport à ces protocoles et à ces gestes barrières qu'on impose de plus en plus. Alors, on a 4 comportements clients ou 4 types de population. Je parle vis-à-vis de la restauration, bien entendu. Je parle pas de... On a d'abord la génération Z. Vous savez ce que c'est que la génération Z? C'est les 15-25, si j'élargis, etc., qui, elles, mais alors, refusent totalement cette contrainte de gestes barrières. C'est une génération qui a envie de faire la fête, qui est très tactile, qui se fait des bisous, qui, les uns sur les autres, qui font la fête, qui vont boire des coups. Donc, c'est comme ça, et eux, voilà, ils n'en veulent pas. Vous avez une autre population qu'on a appelée les très anxieux, eux qui sortent et bougent beaucoup moins qu'avant, et encore moins dans les endroits clos, comme les restaurants. Ils mettent même le masque dans leur voiture. Je ne sais pas si vous prenez des voitures comme ça. Oui, je vois. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ils l'ont. Ce sont des gens, il ne faut pas les critiquer, ces gens-là, ce sont des gens qui cheminaient déjà, bien avant le Covid, vers une hygiène réfléchie, travaillée, et maximum. Troisième population, c'est ce qu'on a appelé les précautionneux, alors, qui ne veulent surtout pas se priver du plaisir de la restauration et des bars, mais qui prennent leurs précautions. Ils se renseignent, ils regardent les avis, ils regardent ce qu'on dit sur le resto, s'ils respectent les règles sanitaires et les protocoles, ils mettent le masque, ils ne refusent pas de mettre le masque en rentrant, etc. Bref, c'est des précautionneux qui ne veulent pas se priver de plaisir. Et puis, vous avez la 4e population, ceux qui veulent continuer à vivre, mais sans rien changer. Ouais. Alors, ceux-là, c'est ceux qui posent le plus de problèmes aujourd'hui aux restaurateurs parce qu'ils se pointent à l'entrée d'un restaurant sans masque. Le restaurateur lui dit gentiment, monsieur, désolé, il faut mettre le masque. Non, vous m'embêtez avec ces histoires de masque pour pas dire autre chose. Et ça, il se crée des conflits. Alors, nous, il y a plein de restaurateurs qui nous disent, qu'est-ce que je fais? Je refuse le client ou je le laisse rentrer? C'est problématique, c'est très problématique. Donc, il faut savoir que la 4e catégorie est une population qui monte de plus en plus, et on voit d'ailleurs dans le monde entier des manifs et des rassemblements anti-masques. Bon, bref. Et votre question, Philippe, c'est de dire, et au fait, chez les restaurateurs, alors là, par contre, on trouve 2 types de restaurateurs. Ceux que ça embête de le faire, mais qui le font. Mais ça les embête profondément de le faire. Et puis, on a une 2e population, alors, ils représentent à peu près 20%, ce n'est pas la majorité des restaurateurs, qui, eux, sont très méthodiques et qui appliquent le protocole à la lettre et qui vont même encore plus loin que ce que nous a dit le gouvernement. Alors là, c'est les rigoristes. Alors là, nos précautionneux et nos anxieux de tout à l'heure, ils adorent ce genre de restaurateurs. Alors là, mais il y en a peu, il y en a une minorité, et voilà. Et là, on commence à voir sur les réseaux sociaux des appréciations en disant vous pouvez aller là-bas, c'est un restaurant sûr ou bien protégé. Ouais, c'est vrai. Si vous jetez un œil aux avis sur TripAdvisor, sur Google, enfin peu importe, vous apercevrez que hier, c'était des avis en disant le serveur, il n'était pas sympa, le steak frites, il était froid, c'était pas bon, c'était chaud, c'était froid. Et maintenant, on a de plus en plus d'avis qui parlent des conditions d'hygiène et de l'application du protocole. Et ça, c'est très, très dangereux parce que quand vous lisez un avis avant d'aller dans ce resto et que vous lisez des avis négatifs sur le respect du protocole, et ben ça peut poser de gros problèmes. C'est pour ça que ceux qui étaient déjà bien lotis d'un point de vue hygiène avant le Covid sont sont mieux lotis aujourd'hui que ceux qui se sont mis au boulot de tout nettoyer et de faire gaffe. Parce que ceux-là… Voilà. Et dans le processus, il y a des restaurants qui ont plus perdu que d'autres, de la fréquentation, des volumes, chiffre d'affaires. On va déjà commencer par ceux qui ont le moins perdu. Ceux qui ont le moins perdu, comment je pourrais dire, sont ceux qui faisaient bien leur job avant la crise. Oui, c'est ça. Ceux qui payent très cher ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ceux qui ne faisaient plus le job. C'est ceux qui prenaient les clients pour ce qu'ils ne sont pas, ceux qui vendaient trop cher par rapport à ce qu'ils étaient.
Bref, c'est ceux qui faisaient bien leur job. Et faire bien le job, ça repose sur est-ce que je suis sécurisant au niveau de mes produits, hein, est-ce que je suis hygiène, est-ce que j'ai une bonne qualité de produit, est-ce que le client a confiance en moi. Et grosso modo, c'est ça. C'est ce qui fait, entre autres, la fidélisation d'un restaurant. Alors, ceux qui ont le plus perdu, il y a deux populations. C'est ceux qui étaient déjà en régression et en difficulté avant la crise. Malheureusement, la crise ne fait qu'accélérer leur déclin ou leur chute. Et puis, Béatrice en parlait tout à l'heure, il y a ceux malheureusement qui sont dans des emplacements, qu'ils soient d'ailleurs hôtels ou restaurants, qui marchent avec une clientèle internationale longue distance. Je pense notamment au Palace parisien ou au Palace de la Côte d'Azur, quoique le Palace de la Côte d'Azur ont eu une clientèle qui est descendue chez eux très particulière, qu'ils nomment, je cite, indésirable. Je referme la parenthèse. Ouais. Cette clientèle internationale longue distance, et on sait de qui on parle, les Moyen-Orientaux, les Américains et les Asiatiques n'étaient pas là. Et vous pensez bien que des palaces parisiens ou des restaurants qui se trouvent dans des lieux hyper touristiques, en plein mois d'août, en plein mois de juillet, c'était désertique dans les rues. Donc, ceux-là, malheureusement, ils ont beaucoup perdu et ils continuent à perdre parce que le tourisme longue distance n'est pas revenu. Et on se demande quand il va revenir parce qu'il y a un tourisme de loisirs, puis il y a un business tourisme. Comme disait tout à l'heure Béatrice, j'ai bien peu… Congrès, de salons, etc. Les congrès, etc. Paris est l'une des villes les plus utilisées en séminaire, en congrès, etc. J'ai des doutes sur l'organisation de congrès, de séminaires et de grands rassemblements à Paris dans les 3, 4 ou 5 mois qui viennent. Et les indépendants sont plus armés que les chaînes là-dessus pour réagir à ça? Alors, les indépendants, ils ont un gros atout aujourd'hui qui était peut-être une faiblesse hier, c'est qu'ils sont petits, donc ils sont agiles, donc ils ont la proximité et ils sont plus rassurants qu'une chaîne. Et ça les aide beaucoup. Les chaînes ont eu malheureusement, mais ça c'était bien avant la période Covid, comment je pourrais dire, une période de désamour qui a commencé longtemps pour certaines enseignes, peu rassurantes, peu en proximité avec eux. On a affaire à des consommateurs qui depuis quelques années se méfient beaucoup de l'industrialisation et de la duplication à l'identique. Ça c'est un débat depuis 2014 qui a eu le fait maison. Moi, je pense que c'est un faux débat, le fait maison, parce qu'une carte intelligente dans un restaurant qui soit étoilé ou qui soit en restauration rapide, c'est un mix intelligent entre l'industrie agroalimentaire, et on en a l'une des meilleures au monde en France. Ça, quand je dis ça à des restaurateurs, ils me disent « Ah bon, on a l'une des meilleures industries agroalimentaires au monde ?» Oui, on a l'une des meilleures, et en pâtisserie, en sucré, on a la meilleure au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les étrangers, l'international, qui nous disent « Vous avez une industrie agroalimentaire de très très haut niveau en France. » Donc, il n'y a pas de combat entre l'industrialisation et le fait maison. C'est aberrant. C'est aujourd'hui, il faut travailler avec un mix intelligent. Et je ne voudrais pas citer des étoilés Michelin qui travaillent avec l'industrie, et il y a de la restauration rapide qui fait du fait maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est le mix. Voilà. Et de fait, aujourd'hui, finalement, il y a des réactions différentes entre l'entrée de gamme, le milieu et le haut de gamme. Il y a des réactions, vous avez vu, différentes un peu? Oui, ce qui est en train de se passer, c'est une théorie qui existe depuis de nombreuses années, qui est enseignée dans toutes les grandes écoles de stratégie et de business. C'est ce que j'appelle la théorie du sablier. Ah oui. Ceux qui marchent le mieux sont les extrêmes. C'est-à-dire, plus je monte en gamme, plus je m'en sors. Plus je descends en gamme, plus je m'en sors. Et si je suis ni l'un ni l'autre, si je suis hybride, si je suis au milieu, malheureusement, j'existe de moins en moins aux yeux des consommateurs. Et on a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui sont devenus des professionnels du zapping. Oui, d'accord. Il fut une époque, il y a très longtemps, hein, on avait son adresse de restaurant. Quand on sortait, c'était là que j'allais. C'était la référence du coin, la référence de la ville, de la région, etc. Aujourd'hui, je vais dans un restaurant qui correspond à la situation dans laquelle je suis, le moment que je veux passer, le prix que je voudrais payer, le produit que j'ai envie de manger. Donc aujourd'hui, on a
un carnet d'adresses de resto. Et ce carnet d'adresses de resto a provoqué des consommateurs zappeurs. Et il y a des restaurateurs qui me disent « Ouais, lui, il n'est pas fidèle. » Si, il est fidèle, il vient 4 fois par an. Il est fidèle. Pour le consommateur, il est fidèle. Et ouais. Alors qu'avant, alors qu'on aimerait mieux qu'il vienne 1 fois par semaine. Mais on ne va pas 1 fois par semaine dans le même resto. C'est extrêmement… Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. À tel point qu'on voit même des actifs tertiaires dans les bureaux un peu partout en France zapper entre aller se prendre un sandwich à la restauration rapide du coin, aller se faire une petite brassée avec un plat du jour, et puis le 3e jour, s'amener la gamelle de la maison. Donc, oui, ils zappent sur différentes formes de restauration. C'est aujourd'hui l'ère du zapping. La fidélisation devient très, très compliquée. Surtout qu'il y a de très bons restaurants qui sortent des menus à midi à 23 € complets, qui ont fait des efforts gigantesques sur les prix, sur les manières de concevoir l'accueil, en fait. Absolument, absolument. Mais moi, je dis toujours que celui qui gagne, le restaurateur qui gagne et celui qui gagnera demain, c'est celui qui reviendra aux fondamentaux du métier de restaurateur. Et les fondamentaux, il n'y en a pas 36. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la théorie, c'est l'assiette, le personnel et le lieu dans lequel je suis. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas intellectualiser la restauration. Il ne faut pas oublier que les gens viennent dans un restaurant pour manger, de préférence bien, avec des gens qui ont la banane dans un cadre simple. Ça paraît simple que ce que je dis, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui ont créé des restaurants qui sont très éloignés de ce que je viens de dire. Le restaurant, ce n'est pas du marketing. Le restaurant, c'est de la vraie vie de tous les jours où les gens ont envie de passer un moment de détente. Et le sourire, il se voit derrière le masque. Oh là oui. Là, oui. C'est pour ça que dans les restaurants, on voit de plus en plus de visières que de masques. Oui, tout à fait. On voit d'abord la personne parler, mais on voit surtout son sourire. Et les consommateurs aiment bien qu'on leur sourie de temps en temps. Et finalement, la bonne attitude, parce qu'il y a 3 mois, on ne savait pas trop comment on allait manger, entre guillemets. Les restaurateurs ne savaient pas s'il fallait ouvrir, fermer, mettre au chômage, se remettre à la cuisine ou pas. Enfin, finalement, ils ont bien fait de rester ouverts. Et puis, il y a eu tout un vent de panique autour du plexiglas, autour de tout ça. Enfin, les questions étaient innombrables il y a 3 mois. Et ceux qui s'en sortent, la bonne attitude, c'était quoi? C'était de rester ouvert, finalement, non? Oui, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais ouais. Pendant le confinement, nombreux restaurateurs qui nous ont consultés, qu'est-ce qu'on fait le 11 mai, qu'est-ce qu'on fait un peu plus tard pour l'Île-de-France? Je dis réouvrez. Même si vous avez peu de couverts, réouvrez parce qu'il faut continuer à exister. Et il y en a qui m'ont dit non, je ne vais pas réouvrir parce que pas rentable, je ne vais pas réouvrir parce que je préfère rester en perfusion avec l'État, avec mon chômage partiel, etc. Bref, la bonne attitude, c'était de réouvrir. À part Paris, je dis bien à part Paris, qui est un cas à part, en tant que première ou deuxième ville la plus visitée au monde et probablement la première ville en France à plus utiliser le télétravail. Paris cumule les problèmes quand même. Bref, le marché était là. Le marché de la restauration était là. Il est toujours là et il sera toujours là demain. Le problème, c'est que quand je décide de ne pas réouvrir mon restaurant, c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'à un moment, je vais bien réouvrir mon resto. Donc, je vais le rouvrir avec 3, 4, 6 mois de fermeture. Non, c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon. Il fallait continuer à exister et on a encouragé beaucoup de restaurateurs pendant le confinement, je ne parle pas au déconfinement, d'exister en faisant du click and collect, en faisant de la livraison et on a même fait faire à un 2 étoiles au guide Michelin du drive. Quand je lui ai dit le drive en visio, il m'a dit mais t'es malade, je ne m'appelle pas McDo. Mais je lui ai dit le drive n'est pas réservé à McDo. Le drive, c'est je me garde devant chez toi, tu me charges le coffre avec un très beau packaging, une fiche de progression, comment je réchauffe mon entrée, à quel moment je dresse mon assiette, dans un très beau packaging, etc. Et il l'a fait et il fait un carton. Et il continue toujours à faire un carton à tel point qu'il m'a dit juste avant le déconfinement, est-ce que ça vaut le coup que je réouvre mon resto? Ok. Ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire que quand on aime un produit, en l'occurrence c'est un grand chef très connu, quand on aime un grand chef, quand on aime un resto, quel que soit le mode de distribution, j'ai envie de manger ce qu'il propose. Et bien là, il se trouvait que son restaurant était fermé parce que les restaurants étaient fermés. Et bien il y a des gens qui ont dit moi en drive, ça m'intéresse. Je passe ma commande, je passe, voilà, et puis je ramène ça à la maison. Et il fait un carton. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des restaurants qui rassurent et qui vont pouvoir, entre guillemets, innover et tenter des nouvelles choses avec leurs clients, ou est-ce que c'est une période, au contraire, il faut
se recentrer sur des choses plus classiques pour rassurer avant tout Je vais vous dire, Philippe, ceux qui vont continuer à réussir ou ceux qui vont réussir, ils vont surfer sur 3 paramètres. Un, le fait d'être rassurant. Ouais. Rassurant au niveau de leurs produits qu'ils mettent dans la pièce et rassurant au niveau du lieu dans lequel je suis. Okay, on parlera peut-être d'ameublement, d'architecte tout à l'heure, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Oui, tout à fait. Deux, la transparence. Aujourd'hui, un restaurateur qui ne parle pas de ses produits, qui ne parle pas de ses fournisseurs, qui ne parle pas de sa philosophie, est un restaurateur qui est suspicieux. Il faut être aujourd'hui transparent, il faut tout dire. Parler aux clients. On a même fait, chez certains de nos clients, leur mettre la tête de l'éleveur chez qui on achète la viande sur les murs, la tête de la dame chez qui on va chercher notre fromage et la tête de l'éleveur chez qui on a, de l'agriculteur chez qui on achète nos fruits et légumes. Et les gens dans le resto, ils regardent, ils disent « Ah ouais, vous prenez la viande chez machin », ils se trouvent… Les gens ont besoin qu'on leur parle comme ça. Et le troisième paramètre, et ça les restaurateurs, là par contre, ils ont un peu de mal à se lancer sur ce troisième paramètre, c'est qu'un restaurateur aujourd'hui doit s'engager. S'engager, ça veut dire quoi? Vous pouvez vous engager sur du bio, sur du locavorisme, sur du développement durable, sur la défense des agriculteurs, vous engagez sur ce que vous voulez, mais aujourd'hui, un restaurateur doit s'engager sur une cause, sur quelque chose. Et ça, tout à l'heure, je disais, le restaurateur doit prendre la parole, transparence de ses produits, etc., mais il doit prendre la parole aussi sur quel engagement il prend, parce qu'on a de plus en plus de Français, de plus en plus de consommateurs, et pas uniquement en France, qui sont de plus en plus sensibles sur des fournisseurs, sur un magasin, sur une marque qui s'engage sur quelque chose, sur une cause. Et un restaurateur qui ne parle pas est un restaurateur, je le répète, qui est suspicieux. Et l'ameublement peut faire partie de cet engagement vis-à-vis du restaurateur. Est-ce qu'il peut montrer à la fois son éleveur ou son fabricant de fromage et son fabricant de meubles aussi, pourquoi pas, déjà qu'il a du meuble français? Franchement, oui. Moi, je ne vois pas pourquoi l'aménagement, l'ameublement ne ferait pas partie du discours du restaurateur. Les grands designers très célèbres que je ne citais pas, comme par hasard, les restaurants qui montent des restaurants avec eux citent leur nom en disant « il a été décoré par machin, il a été décoré par truc ». Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de mon designer local très sympa qui a fait du super boulot. Oui, il faut que j'en parle, parce que peut-être qu'il a une particularité au niveau de son design, il faut que je l'explique, etc. Donc, l'aménagement et l'ameublement fait partie des choses dont on peut parler avec les consommateurs. De plus en plus de restaurants se montent avec de la récupération et non pas du neuf, récupération qui est mise en scène et agencée par des gens qui ont du goût. Et ce ne sont pas des designers. Mais peu importe, c'est quand même des designers quelque part. Ce sont des gens qui, avec du goût, vous mettent les objets qu'ils ont chinés, les objets qu'ils ont été cherchés, et ça fait des super beaux restaurants. Mais ça, le consommateur l'apprécie de plus en plus. Je vous disais tout à l'heure que les 3 fondamentaux, c'est l'assiette, le personnel et le lieu dans lequel on est. Il ne nous viendrait pas à l'idée aujourd'hui, enfin, il ne viendrait pas à l'idée des consommateurs aujourd'hui d'aller dans un restaurant entre 4 murs de béton. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas. À la limite, on fait des restaurants dans lesquels il n'y avait pas de travaux, un peu stone, un peu déjanté, etc. C'est un style, ça, c'est un style. Non fini, les radiateurs, j'ai pas fait mon faux plafond. Mais ça, c'est un style. Un peu industriel, oui. Un peu, ouais. Alain Ducasse m'a dit depuis 15-20 ans, un restaurant est avant tout un lieu. Il a raison, mais bien sûr. Si je vais au restaurant, c'est pour aller dans un autre lieu que chez moi, déjà. Et c'est pour manger autre chose que je ne saurais pas faire chez moi. Donc, bien sûr qu'un restaurant est avant tout un lieu. Donc, l'ameublement, le design, le lieu ont une importance colossale dans la fidélisation. J'ai envie de retourner dans ce lieu. Vous savez, il y a des restaurants, quand on rentre, on dit « Waouh !» Moi, j'en connais plein sur la planète, aussi bien aux États-Unis, en Asie, même en France. On dit « Waouh !» Et quand on dit « Waouh !», ça veut dire qu'un tiers du chemin est déjà fait. Un tiers du chemin. L'autre tiers, c'est l'assiette. Et le troisième tiers, évidemment, c'est le personnel. Les fondamentaux du métier. Béatrice, je vais vous donner la parole. Vous voulez échanger un petit peu avec Bernard? Micro.
Oui, pardon, je l'avais recoupé. Voilà. Alors, déjà, je voulais dire que moi, je suis totalement alignée avec Bernard sur le côté résilient du secteur, hein. Moi aussi, j'ai une approche plutôt positive des choses, à me dire que effectivement on oublie vite, hein, mais c'est un secteur qui a traversé énormément de crises et qui en traverse régulièrement, même si celle-là est particulièrement costaud, et que voilà, ça permet de faire ressortir beaucoup de créativité, des nouveaux acteurs qui arrivent avec des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Et donc, il y a souvent, une fois que les crises passent, il y a souvent du bon qui réapparaît et les choses continuent. Donc, je reste aussi assez positive malgré la dureté de la crise qui nous impacte en ce moment. Alors, j'avais une question effectivement par rapport aux aménagements, à l'installation des restaurants. On voit que les tendances récemment, c'était plutôt sur des espaces très ouverts, les cuisines complètement ouvertes sur le restaurant, voire plus encore, dans certains établissements, la cuisine est carrément plantée au milieu des tables pour déjeuner, où on voit véritablement chacun opérer. Que pensez-vous là, avec la crise qui passe par là? Est-ce qu'on va retourner sur des espaces beaucoup plus cloisonnés, dans une logique de protection, de ne pas mettre les clients trop en contact avec trop de personnes, donc à nouveau recloisonner les cuisines, recloisonner les sas d'attente, enfin voilà, des espaces plus fermés, ou alors à l'inverse, dans une logique de transparence, de continuer d'ouvrir et d'ouvrir toujours plus ces espaces de restauration? Alors, je vais vous répondre très rapidement, Béatrice, surtout pas. Surtout pas quoi, fermer ou Surtout pas fermé, bien sûr, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, je vous disais que le consommateur a besoin de transparence et a besoin d'être rassuré. Ouais. Pourquoi les cuisines ouvertes ont démarré très très fort depuis quelques années? C'est parce que le consommateur a besoin de voir quoi? Qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes qui fabriquaient des petites choses avec leurs petites mains. Et si aujourd'hui on referme, on va retourner à l'époque avant du fait maison où effectivement on ne se souciait pas trop de tout ça. Donc il est hors de question de fermer les cuisines ouvertes. Au contraire, quand vous voyez aujourd'hui des établissements de bistronomie, quand vous voyez aujourd'hui des établissements comme nos amis du groupe Big Mama, mais je pourrais vous en citer plein d'autres qui ouvrent de plus en plus sur la salle et qui n'ont absolument pas l'intention de refermer, la bistronomie, moi j'ai toujours dit qu'on se demande s'ils ne cuisinent pas dans la salle ou si nous on ne mange pas dans leur cuisine, au grand bonheur du consommateur qui veut être prêt, au plus près du produit et de celui qui fabrique. Vous savez, il y a des restaurants, je vais vous en citer un qui s'appelle Balagan à Paris, je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant, je vous conseille vraiment d'aller voir ce phénomène, parce que c'est un phénomène. C'est un restaurant qui a plein de places assises et puis il a un bar assez important. Et derrière ce bar, ce n'est pas des barman qui sont là, ce sont les cuisiniers. Et les places les plus demandées, c'est au bar, devant les cuisiniers. Vous savez pourquoi? Parce que les gars et les filles bossent pour vous en direct là. Ils disent qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes, ben, je vais te préparer ça. C'est eux qui prennent la commande, c'est eux qui vous servent. C'est pas eux qui vous amènent l'addition parce que c'est pas leur truc. Ils font la cuisine pour vous en direct live. Et ça, le client, il adore. C'est les places les plus demandées. Plus on est près de la cuisine, plus les clients adorent. Il y a des 3 étoiles au guide Michelin. Anne-Sophie Pic en tête, qui a monté une table particulière à l'intérieur de sa cuisine. Et cette table, elle est évidemment servie par Anne-Sophie Pic. Elle est chouchoutée par Anne-Sophie Pic. Alors, je ne vous dis pas combien elle coûte, cette table. Il faut être 6, comme on est chouchouté par la chef. Mais ça, c'est ce que j'appelle de l'expérience. Voilà, c'est ça l'expérience dont on parle beaucoup. C'est quoi l'expérience? C'est ça dans un restaurant que les gens attendent. C'est pas... Le petit chariot qui vient à côté de la table pour finaliser un plat ou faire une découpe, c'est important ça, non? Et moi, je mise, vous allez voir qu'on va revenir au véritable service dans la restauration. On y va droit devant. On est devenu depuis 15 ans des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Il ne se passe plus rien dans les restaurants. J'en parlais à des étoiles Michelin qui me disent « Ouais, c'est vrai, il faudrait qu'il se repasse des choses. » Alors, on ne va pas redécouper le canard, on ne va pas arriver avec le chariot de dessert sur 3 étages, mais au lieu, je ne sais pas, à la fin d'un repas, de sortir cette phrase catastrophique « Est-ce que vous voulez la carte des desserts ?» Combien de fois on a entendu cette carte? Est-ce qu'on demande à un client s'il veut la carte des desserts? J'ai même entendu « Pas de dessert, pas de café ?» Je lui dis « Non, envoie-nous l'addition, comme ça on va se casser tout de suite. » Ouais, quand même, on ne demande pas à un client s'il veut la carte des desserts. Et quand j'ai dit ça aux gars du groupe Big Mama, ils m'ont dit « Ouais, t'as raison, il ne faut pas qu'on fasse ça. » Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vachement plus loin, comme beaucoup de restaurants actuellement.
ils vous débarrassent les assiettes, les pizzas, les pâtes, ça, et ils arrivent avec un plat de tiramisu et ils vous montrent le plat et ils disent combien je t'en mets. Ouais. Ou alors, on a de plus en plus de restos qui arrivent avec un petit plateau de pâtisserie, il y a 5-6 pâtisseries, ils disent qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer? Là, on commence à vendre, on ne laisse pas le client acheter, c'est à nous de lui vendre. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrête de marcher sur la tête, quoi. Il faut se remettre à faire du service dans la restauration. François? Oui, Bernard, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, dans ce contexte, que peuvent faire les designers? Que peuvent apporter les designers, les archis d'intérieur pour venir un peu au secours des restaurateurs, si je puis dire? Je pense que les archis et les designers, ils doivent, en plus d'aménager merveilleusement les restaurants comme ils le font, avoir de plus en plus un rôle de conseil maintenant. Et quand je dis conseil, c'est parce que le restaurateur, d'abord, il en a de plus en plus besoin de conseils. Il ne sait pas trop d'ailleurs vers qui se tourner. Mais je pense que le conseil va très très loin dans le design parce qu'il y a des gens qui veulent refaire leur resto, mais ils ne savent pas comment le refaire. Un, la thématique. Deux, est-ce qu'il faut que je remplace tout ou il faut que je remplace tout partiellement? Je veux dire, il n'y a que des designers et des architectes qui sont capables de cogiter avec eux sur ces sujets-là. Je ne parle même pas de budget pour l'instant. Eux, ils veulent savoir par quoi je commence, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je ne change pas, est-ce que je fais de la récup, est-ce que j'achète du neuf, et est-ce que je ne thématise pas autrement mon resto? Enfin, je veux dire, ils ont besoin de conseils. Ça, c'est vraiment un rôle de conseil important. Et ça, ils en ont besoin, franchement. Malgré les difficultés actuelles, c'est peut-être le moment justement de changer un peu le look de son restaurant, si on peut le faire. Ah oui, complètement. Moi, pendant le confinement, les webinaires auxquels on m'a demandé de participer, je n'ai pas arrêté de répéter tous les jours. Profitez de ce moment d'arrêt obligé pour vous repenser, pour vous réinventer, pour vous poser 5 minutes pour dire qu'est-ce que je fais de différent demain, etc. Je ne peux pas réouvrir mon restaurant comme je l'avais fermé au mois de mars. C'est impossible. Ceux qui ont fait ça, malheureusement, sont dans le mur aujourd'hui. Il faut réouvrir en ayant repensé les choses, en ayant sorti une nouvelle carte, peut-être en ayant un peu relooké mon resto. Bref, un nouveau coup de gel, un nouveau coup de dynamique. Absolument. Est-ce qu'il faut également miser sur les espaces extérieurs? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils ont une image évidemment plus sûre pour les consommateurs. Ouais, jusqu'à ce que notre nouvelle ministre de l'écologie nous dise que les terrasses chauffantes, Ah oui. c'est terminé. Ça, c'est un gros souci. Je la comprends sous le côté écologique, mais vous vous rendez compte que Paris et les internationaux, les étrangers nous disent ce qui est fantastique à Paris, c'est s'installer, boire un café ou de manger un petit truc sur une terrasse. Ça n'existe pas partout dans le monde, hein, ce qu'on a là chez nous. Hein. Et soudainement, on est en train de nous dire, et d'ailleurs en plein hiver, on voit que les terrasses sont pleines, avec pas uniquement des fumeurs. Les gens me disent, ouais, mais c'est que les fumeurs. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont, avec un petit rayon de soleil, pas quand il pleut évidemment et quand il fait très très froid, mais quand il y a un petit rayon de soleil, voire pas, qui s'installent en terrasse, qui mangent leur plat du jour. Il y en a même qui nous donnent des couvertures à mettre sur nous. Et puis je mange avec mon manteau. Où est le problème? Et on est en train de dire c'est pas bien, ces champignons chauffants, c'est pas écolo. Bon, ok, je suis d'accord. Encore une fois, on va encore pénaliser ce qui fait, comment je pourrais dire, le charme des terrasses parisiennes. Heureusement que notre maire de Paris a prolongé les terrasses, entre guillemets, sauvages ou improvisées jusqu'au 30 juin. Et là, je lui dis merci et bravo, parce que c'est bien ce qu'elle a fait. Ce serait bien qu'elle les prolonge éternellement, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, on tape encore dans du chiffre d'affaires restaurateur. C'est incroyable. C'est une profession qui est le libraire du coin, la pharmacie, etc. ne sont pas autant touchés que la restauration, franchement. Philippe, ton avis? Oui, merci Bernard. En fait, vous dites depuis vous parlez beaucoup du cadre de vie comme étant un élément ou une des composantes de la réussite des restaurants. C'est quelque chose qu'on vit depuis longtemps et que les acteurs de l'ameublement français, c'est-à-dire tous les acteurs du groupement Contract, que ce soit les industriels, les agenceurs, les upcyclers, etc., connaissent bien puisqu'on participe à l'aménagement et à la rénovation des restaurants. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. C'est déjà une tendance qui est forte. On renouvelle de plus en plus l'aménagement à l'intérieur. Les concepts évoluent de plus en plus rapidement. Donc
je dirais que ce que vous conseillez de faire aujourd'hui, c'était déjà la tendance d'avant, avec des concepts nouveaux qui apparaissent et qui sont là et qui ne sont pas forcément très anciens. Il y a une question qu'on n'a pas abordée depuis le début, c'est les conséquences directes du Covid sur la sécurité des consommateurs et la façon dont ça peut aménager ou faire varier l'aménagement intérieur des restaurants. On a parlé au début de la crise des plexis, des séparateurs. On n'en parle plus ou beaucoup moins. Comment est-ce que vous voyez cette sécurité se mettre en place et évoluer l'aménagement d'intérieur? Alors, les plexis, je crois que j'ai été l'un des premiers à dire que c'était une hérésie et qu'il n'y aurait pas de plexi. Et je l'ai dit même fin mars, vous voyez, il n'y aurait pas de plexi. Mais c'est du bon sens. Je veux dire, comment mettre un plexi de séparation dans un endroit où les gens cherchent du partage, de la convivialité et de la fête? Il y a un truc qui ne va pas. J'ai même vu un très grand designer me faire des cloches, c'est-à-dire qu'il met ses consommateurs dans des cloches. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a dû faire payer ça très très cher. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Et pour répondre à votre question, Philippe, vous savez que le protocole indique qu'il faut 1 mètre de distance. Eh bien, montrez-moi un restaurant qui a 1 mètre de distance aujourd'hui entre ses tables. Moi, j'étais cet été sur la Méditerranée, je suis passé sur l'Atlantique, je reviens sur Paris, je regarde. Mais ça y est, on a rapproché les tables et puis il faut y aller parce qu'il y a de la demande, il y a du monde. Et je ne vais pas quand même pas diviser mon nombre de places assises par 2. Donc, c'est pas bien ce que je dis parce que c'est anti-protocole, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est que je constate aujourd'hui que ça y est, on a rapproché tout doucement les tables. Et ça y est, on est très très près des uns des autres parce qu'il y a du chiffre d'affaires à faire, mais il y a surtout de la demande. Et ça ne gêne pas une majorité de consommateurs. Donc, où est le problème? Donc vous nous dites donc que l'aménagement de l'intérieur ne va pas changer de façon fondamentale par rapport à ce qu'il était avant. Non, ça ne sera ni une demande du restaurateur, ni une demande du consommateur. D'accord. Et alors maintenant… Il y a quand même une population qui serait un peu effrayée de… Enfin, nous, provinciaux, je me situe comme un provincial quand on monte à Paris et qu'on voit les gens effectivement les uns contre les autres avec des petits guéridons de 50. Il y a certains restaurants qui font peur, quoi, enfin, qui sont un peu anxiogènes de par ces possibilités de contamination quand même. Je me demande si voilà, ça peut faire peur à certains. Alors, il y a des restaurants anxiogènes, comme vous dites, Philippe, mais ils sont anxiogènes pour les anxieux. Voilà. Et ceux-là, ils n'y vont pas. Mais de toute façon, ils n'iront même pas dans un restaurant qui a 2 mètres de distance entre les tables. Parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques dans des endroits clos, parce qu'ils ont entendu dire tel ou tel professeur que c'est les endroits clos qui sont plus dangereux que dehors. Et puis, vous avez un autre professeur qui vous dit, mais ce n'est pas du tout dans l'air, c'est dans les mains que ça se passe. Vous savez, les gens, ils sont complètement paumés aujourd'hui. Chacun se fait sa propre religion, sa propre hygiène. Et il y a une minorité de très anxieux, comme je vous disais tout à l'heure, qui elles, n'ont pas envie d'aller dans un endroit clos. Alors ceux-là, les restaurants anxiogènes, bon, ils y vont encore moins. Mais on parlait d'aménagement, etc. Il se passe aujourd'hui quelque chose sur la planète, c'est qu'il y a des restaurants de plus en plus petits et des restaurants de plus en plus grands. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène, les food courts, les food halls, qui se développent énormément, les halles, et puis en même temps des restaurants de plus en plus petits, par des artisans, etc. La bistronomie a démarré comme ça il y a au moins 7-8 ans. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hygiène dans ces 2 types de surface, elle est possible. Et le consommateur ne rejette pas l'idée d'aller dans un endroit où il n'y a que 15 places assises. Il y a des restaurants qui ont 15, 20 places assises. Mais comment voulez-vous, avec 15 places assises, espacer au moins d'1 mètre les tables? Ce n'est pas possible. Oui, surtout avec l'automne qui va arriver. Et qu'il n'y aura pas de terrasse. Oui, Philippe, tu voulais continuer? Voilà, il y a des 500 places assises aussi. Oui, Bernard, la question que j'avais ensuite était celle des acteurs qui vont survivre correctement à la crise et les gens qui ont le plus besoin de nous demain pour continuer à se développer. Vous nous invitez à aller vers qui? Je vous répondrai en off, Philippe. Non, on a parlé des indépendants, on a parlé des nouveaux concepts, on a parlé des groupes qui souffrent peut-être plus que les autres. Oui, c'est vrai que les groupes et les chaînes souffrent plus que les indépendants. C'est vrai que les très gros souffrent plus que les petits. Et je le répète,
ceux qui ne faisaient pas déjà du bon boulot avant la crise souffrent plus que ceux qui faisaient leur boulot, qui galéraient peut-être. Je vous assure, aujourd'hui, moi je connais plein de restaurateurs qui m'ont fait remonter une information qui ne me surprend pas quelque part, qui me disaient avant, j'étais bien, comme ça, j'étais correct, et depuis le déconfinement, depuis la réouverture, je suis à plus 10, plus 15, plus 20. Et ils me disent, je ne comprends pas, là, tout le monde se dit que c'est la crise, etc. Mais je lui dis, ne te pose aucune question, continue à faire ton boulot comme tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent chez lui, chez eux, parce qu'ils sont rassurants et qu'ils font leur job. Voilà. Et on déserte de plus en plus les gens, les restaurateurs qui ne sont pas rassurants et qui ne font pas bien leur job. C'est aussi simple que ça, je vous assure. Hein. Le consommateur a une faculté de trier qui est plutôt violente, hein. Très forte. Donc un chef sérieux qui fait bien son boulot, mais qui a une salle traditionnelle à qui on peut dire ouvre ta salle, montre ta cuisine, montre le spectacle magnifique et sont les cuisiniers en train de faire leur boulot, etc. Il y a un beau travail d'aménagement qui va le faire exploser en chiffre d'affaires. Oui, oui. Je vais vous dire autre chose. Le marché, je vous ai dit qu'il était porteur, donc il est en train de grossir. Mais il va y avoir malheureusement de moins en moins d'offres parce que nous avons pronostiqué, on a été consulté par le ministère du Travail et par Bercy, qui nous ont dit d'après vous, les dégâts c'est quoi? Et on leur a dit, un restaurateur sur 3 ne s'en sortira pas de cette crise. Oui, carrément. Ouais. Et je pense malheureusement qu'on s'est trompé, que ça va être plus que ça. Mais bon, restons sur 1 sur 3. Il restera 2 restaurateurs sur 3 sur le marché avec un marché qui grossit. Donc, théoriquement, mécaniquement, les bons qui vont rester, donc, devraient faire plus de chiffre d'affaires qu'hier. Donc, c'est là-dessus que je suis optimiste, parce que le marché est porteur et on sera un peu moins au retour du gâteau. D'accord. Oui, ce chiffre est quand même un peu affolant. Hein. Ouais. Samia. Bonjour Samia. Oui, bonjour à tous. Alors, globalement, je pense que le webinaire a été suffisamment clair et je n'ai pas beaucoup de questions, j'en ai 2. Bernard, est-ce que vous évoquiez être dans la région du Sud, plus précisément pendant cet été? À combien estimez-vous à peu près le nombre de fermetures administratives pour non-respect des distances? Est-ce que vous avez justement cette estimation? Je n'ai pas cette information, Samia, mais vu de mes propres yeux, je ne suis pas sûr que les inspecteurs, je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui font les fermetures administratives, aient été vraiment présents sur le terrain. Je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'ils ont eu des instructions de laisser un peu tranquille une profession qui est déjà sinistrée. Et je peux vous assurer que ce que j'ai vu sur les côtes, on était franchement entassés les uns derrière les autres. Il n'y avait pas du tout de distanciation physique. Ça gênait très peu de personnes. Il y a des gens que ça gênait, nos anxieux de tout à l'heure, précautionneux, ceux-là, ils ne veulent pas. Mais la plupart du temps, dans les restaurants que j'ai vus sur les côtes, il y avait 1 heure d'attente pour dîner. Pourquoi il y avait 1 heure d'attente pour dîner? Parce que les restaurateurs français, et particulièrement ceux qui sont sur les côtes, n'ont pas cru à la saison. Les hôteliers, pareil. Les hôteliers m'ont dit, on n'y a pas cru à la saison. Donc, on ne s'est pas chargé en personnel. Et ils se sont fait piéger parce qu'il y avait une demande qu'ils ne pouvaient pas fournir. 1 heure d'attente, des ruptures de stock à 13h30 ou à 21h, parce qu'il n'y a plus de marchandises, on n'avait pas prévu. Bref, ils se sont fait surprendre. Et des fermetures administratives, pour répondre à votre question, Samia, je suis désolé, j'en ai pas vu. Moi, j'en ai pas vu. On a peut-être eu, hein. Et vous savez, ça me rappelle souvent les reportages qu'on voit à la télé où la répression des fraudes, où les mecs, les vétos, ils descendent et ils font fermer un kebab. C'est des mesures d'exemple pour affoler un peu la population de restaurateurs en leur disant faites gaffe parce qu'on est capable de fermer. Mais moi, je n'ai pas vu de restaurant fermé pour fermeture administrative. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette question. D'accord. Deuxième question, sur justement l'approche résiliente des restaurateurs, où on a pu voir aussi bien durant le confinement qu'après le confinement que le restaurant était un vrai vecteur de mobilisation pour répondre à la crise, notamment tout ce qu'on a pu voir en termes d'actions de solidarité autour des repas pour les sans-abri, pour les soignants, pour le soutien à l'économie locale. Qui est justement aligné à la vocation conviviale et essentielle des restaurants.
Donc aujourd'hui, selon vous, le restaurant comme lieu d'intelligence collective pour créer des liens entre les parties prenantes d'un territoire, est-ce que c'est une solution qui peut être pérenne et qui seront les liens essentiels dans la réponse collective en cas de, enfin justement dans ce contexte de crise? J'espère qu'elle sera pérenne parce qu'il y a eu un travail remarquable de la restauration commerciale et de la restauration collective pendant le confinement auprès des sans-abri, auprès du personnel soignant, auprès des pompiers, auprès de la police. C'est incroyable ce qui a été fait, donc bravo à eux. J'espère que ça sera pérenne. Moi, à titre personnel, j'en parle très très peu, mais je suis engagé, j'ai des responsabilités à l'organisation des Restos du Cœur. J'ai vu franchement une poussée de solidarité et de mobilisation envers les Restos du Cœur, mais Emmaüs et Secours Populaire, à mon avis, ont eu la même chose, je pense, de la part des restaurateurs. Donc, j'espère que ça sera pérenne. J'espère que ça sera pérenne parce que ça a été très apprécié de toutes les populations, que ce soit les soignants, la police, les pompiers, bref, tous ceux qui bossaient et qui œuvraient pendant ce confinement. La restauration s'est mobilisée, bravo, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, je me mets aussi à la place d'un restaurateur, il ne peut pas faire ça éternellement. Il l'a fait, beaucoup l'ont fait pendant le confinement. J'espère que ça sera pérenne sous une forme ou sous une autre. Moi, j'encourage beaucoup les restaurateurs dans l'anti-gaspi, de distribuer aux associations, alors Restos du Cœur parce que je m'en occupe, mais pas que, à toutes les associations le soir plutôt que de jeter. On a vu d'ailleurs un exemple d'un restaurateur, je crois que c'était du côté de Biarritz, qui, avec l'engagement qu'il avait vis-à-vis de ses fournisseurs, se trouvait un peu responsable de distribuer les produits et avait créé un coin épicerie, entre guillemets, dans son restaurant. Je ne pense pas avoir trahi son truc. Mais... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 15 mars, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 15 mars, quand Édouard Philippe nous dit « vous fermez dans 4 heures », je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein. Ouais. Il faut savoir que 145 000 restaurants en France avaient leur frigo qui était plein. Était plein. Et là, on a eu beaucoup de restaurateurs qui ont eu le réflexe de dire on ne peut pas mettre ça à la poubelle, on n'a pas le droit de fermer. Il n'y en a pas eu qui ont le réflexe tout de suite de dire on va faire du click and collect ou de la livraison. Donc, il y en a beaucoup qui sont passés au don. Où ils ont dit aux riverains, aux gens dans le coin, dans le quartier, venez, je vous donne. Et puis d'autres qui sont passés, Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. Et je trouve que c'est très très bien, bravo. Je leur dis bravo, c'est très très bien d'avoir eu ce réflexe de solidarité. Et à côté de ça, est-ce que vous croyez que le restaurant peut devenir multispécialiste aussi, avoir une identité assez forte pour faire une épicerie, des produits à marque, des produits édités, des objets, des choses comme ça? Oui, alors c'est ce qu'on appelle chez Gira les multi-activités. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a des boucheries-restaurants, des poissonneries-restaurants, des fromageries-restaurants. On a même vu quelque part en France, je ne sais plus où, un fleuriste-restaurant. Alors là, c'est un peu limite d'un point de vue hygiène, mais bon, voilà. Un établissement de restauration peut élargir son activité multi-produits. Et l'épicerie est une vente complémentaire, mais aujourd'hui, il y a quelques restaurants qui ont des très beaux objets, des très beaux ameublements, des très belles tables, des très belles chaises, des très beaux cadres. Et il y a plein de clients qui leur disent « mais vous ne vendez pas ça ?» Et on leur a fait vendre. C'est-à-dire que le client a le droit d'acheter ce qu'il y a sur la carte, il le consomme tout de suite, mais il peut acheter tout ce qu'il voit au mur, etc. Alors après, il faut faire de la vente par correspondance, il ne va pas partir avec ses tables et ses chaises. Mais je trouve ça génial qu'un consommateur dise « vous avez des belles chaises, j'aimerais bien en avoir 6, ou vous avez des super belles assiettes, j'en voudrais 12. » Et bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Un restaurateur peut aller au-delà de son métier de base, pourquoi pas? Donc finalement, les restaurateurs, voire les hôteliers peuvent être nos showrooms. Absolument. Absolument. On pourrait aménager un restaurant pour que les consommateurs voient les produits, les ameublements, et que ça soit un showroom. Et puis ensuite, vous lui enlevez, vous lui remettez autre chose. Il y a plein de restaurateurs qui seraient OK pour ça. Il y a des artistes qui mettent, et vous le savez très bien, dans les hôtels, rarement dans les restaurants, mais plutôt dans les hôtels, les galeries de tableaux avec le prix. Ouais. On ne fait pas ça avec les meubles. Absolument.
Jean-Maurice Morck, est-ce que tu m'entends? Oui, Ah, bah, très bien. Voilà un invité, un spectateur qui s'invite pour rentrer dans le dialogue. Jean-Maurice est agenceur, il est basé à Lille et anime un collectif, mais il va nous raconter ça. ouais, ben c'est ça en fait. Ben nous, c'était de réagir par rapport à la situation en disant que le restaurant, plutôt qu'il ne soit présenté comme une victime, peut-être les aider à devenir une ressource à une crise éventuelle. Aujourd'hui, c'est le Covid, mais demain, ça peut être le climat, ça peut être la migration, enfin, n'importe quoi qui vient perturber la vie des gens. Et on a pris conscience, nous, que le restaurant, qui est bien sûr un lieu de convivialité qui fait le charme français, c'est avant tout un outil de distribution d'aliments qui sert, et on voit bien presque 50% de la production des aliments produits par l'industrie ou les agriculteurs passe par le restaurant. Et en fait, on pourrait se dire comment organiser en cas de crise un nouveau rôle pour les restaurants. Pour qu'il soit pérenne, il faut que l'argent circule différemment. Parce que les dons, c'est très bien, mais vous l'avez dit, ça va pour vider son frigo. Mais si la crise dure et si on veut que les savoir-faire des restaurateurs, des personnels, des producteurs puissent continuer à jouer un rôle positif pour nourrir la population, je pense qu'il y a un truc à faire et ça va dans le sens de l'engagement. Alors je me dis, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un travail préparatoire avec la sphère politique, la sphère économique, y compris les consommateurs d'un territoire? Moi, en tant que personne physique, je serais prêt, en cas de crise, à donner une partie de mon pouvoir d'achat à des commerçants locaux pour les aider. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un peu le sujet sur lequel je travaille, c'est de dire, voilà, prenons conscience que nous sommes des acteurs au service de la restauration, que la restauration a un but, c'est nourrir la population, qu'il est vital de la nourrir en cas de crise et qu'il faut aujourd'hui profiter qu'on se connaît pour essayer de donner un nouveau rôle au restaurant en cas de crise. Donc, comment faire tourner la nourriture différemment et comment faire tourner l'argent différemment? C'est ça. Merci Jean-Maurice. Quelque chose à dire là-dessus, Bernard? Non, non, je valide complètement. Je trouve que c'est une excellente idée de réunir autour de la table toutes les forces en présence pour parler de ce projet que je trouve magnifique. Mais il faut passer à l'acte. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'idée, donc allons-y, passons à l'acte. Est-ce que les restaurants, lieu de culture, avec des cours, avec des explications, avec effectivement, vous parliez de la présence plus ou moins démontrée des fournisseurs, de toute une filière agricole, etc. Ce rôle-là est prêt à être accepté par les consommateurs aujourd'hui? Par les consommateurs ou par les restaurateurs? Les restaurateurs, je pense qu'ils vont y venir si c'est une demande, mais je ne sais pas trop. Parce qu'on voit certains grands chefs faire des écoles de cuisine et je crois que c'est un bon succès quand même, des lieux de dégustation, des espaces un peu variés, une cave, etc. Enfin, de démultiplier les espaces. Là où je suis complètement la proposition de Jean-Maurice, c'est que le consommateur, effectivement, c'est là où je voulais savoir si c'était ça votre question, le consommateur, il est prêt à être impliqué dans le fonctionnement de son restaurant. Et quand je dis impliqué, il faudrait voir à quel niveau on l'implique. Mais bien sûr qu'il y en a qui ont envie de s'impliquer, absolument. Dans un esprit de club et de… Bien sûr, privilège, où il y aurait effectivement des interactions avec les fournisseurs, avec l'agriculteur, avec l'éleveur, mon implication dans l'anti-gaspi. Vous voyez, le consommateur, il est prêt à s'impliquer comme ça dans une entreprise, dans un commerce. Mais on ne lui donne pas aujourd'hui cette possibilité. Aujourd'hui, on le considère, comme a dit Jean-Maurice, je te donne à manger, tu viens, tu manges et tu payes. Et tu t'en vas. On pourrait essayer de faire autre chose avec ce consommateur. C'est vrai. Et, a priori, les espaces qu'on voit apparaître par des grands chefs qui donnent des cours, qui font goûter les vins, qui organisent des événements, etc., sont plutôt bien perçus. Absolument. Qui donnent une variété d'aménagements d'espace pour nous. Hein. Thierry Marx travaille beaucoup avec les plus démunis, leur apprendre à faire la cuisine, par exemple.
Ouais. C'est fantastique, il a un succès complètement dingue, mais c'est un don de sa part. Il n'attend rien en retour. Si, il attend quelque chose en retour, c'est qu'il y ait des jeunes désœuvrés qui ont appris à faire 2-3 trucs en cuisine et qui sont vachement contents. Et ça le satisfait. Mais il y en a plein d'autres, des chefs qui s'impliquent avec les plus démunis, voire avec les consommateurs, parce que les cours de cuisine ne se font pas uniquement avec des gens démunis, ça peut se faire avec des consommateurs. Les cours de cuisine existent. Qui ne sont pas payés, pour apprendre à faire un pâté en croûte, c'est pas simple. Il y a des masterclass qui coûtent très très cher avec des grandes stars de la pâtisserie ou de la cuisine. Oui, absolument. Dernière question, il n'y a pas de grands scoops, mais il y a des restaurants un peu émergents, des tendances qui apparaissaient avant la crise, fin 2019, et qui restent tout à fait d'actualité, qu'on n'a pas vu en France encore. Je dirais qu'il y a 3 courants de cuisine et un axe, comment je pourrais dire, d'expérience. Les 3 courants de cuisine qui sont en train d'arriver progressivement en Europe, je vais dire, pas uniquement en France, et qui ont le vent en poupe, c'est ce que j'appellerais une autre Asie. Alors, je pense à la cuisine coréenne, la cuisine thaï. Je dis une autre Asie parce que ce n'est pas de la chinoise ni de la japonaise, c'est une Asie, comment je pourrais dire, saine, light et zen, et surtout saine. Il y a aussi une autre Amérique du Sud qui est en train d'arriver, je pense à la cuisine vénézuélienne, péruvienne, qui est plutôt axé sur le rond, sur le coloré, sur le cru, sur les légumes. Un peu ce que font les Hawaïens avec les Pokéballs, sauf que voilà, beaucoup de poissons, beaucoup de… Voilà. C'est encore une fois sain. Et puis, il y a une troisième tendance. Alors, celle-là, elle n'est pas très, très récente, mais elle monte en puissance d'année en année sur la planète et elle arrive évidemment en France depuis un petit moment. C'est ce que j'appellerais le pourtour méditerranéen. Ouais. Quand je dis le pourtour méditerranéen, c'est vraiment le tour en passant par le Maghreb, le Liban, Israël, la Grèce, la Corse, la Provence, l'Espagne, l'Italie. Vous voyez, tout ce pourtour d'une cuisine ensoleillée, d'une cuisine qui chante, d'une cuisine à l'huile d'olive, évidemment. Le régime crétois, le fameux régime crétois dont on a dit qu'on vivait plus vieux, etc. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais peu importe. Dans une ambiance plus festive, peut-être ? Exactement, de partage. Oui, de partage, oui. Méditerranéen, etc. Ça, c'est les 3 vagues culinaires, on va dire, de cuisine qui prennent de la puissance partout sur la planète, mais également en France. Et l'axe expérientiel, on est en train de vivre, tout à l'heure je vous disais le grand retour du service dans la salle, mais pire que ça, enfin plus que ça, on est en train de vivre le grand retour du spectacle dans la salle. Il faut qu'il se passe un spectacle. Alors, spectacle, ce n'est pas quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui danse, ce n'est pas ça. Il faut qu'il se passe quelque chose à la table, peut-être une finition de votre produit, peut-être votre cocktail flambe, peut-être je vous découpe une tranche d'œuf. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose à la table. Il ne se passe plus rien aujourd'hui à la table. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais il peut se passer aussi autre chose dans le restaurant. Et tout à l'heure, on parlait des cuisines ouvertes. Béatrice en parlait. Oui, parce que mon regard en tant que consommateur peut être sur mon assiette, évidemment sur les gens avec qui je suis, mais également sur ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça que j'appelle un spectacle dans un restaurant. Un restaurant est devenu un endroit statique où il ne se passe rien. Il faut qu'il se repasse des choses. Si on se remémore les auberges, on n'y était pas, mais les auberges, il y a très très longtemps, il se passait plein de choses. Ils cuisinaient dans le chaudron, dans la cheminée, sous nos yeux. Aujourd'hui, qui cuisine? C'est les cuisines ouvertes, c'est ce qu'on vient de dire. C'était des petits établissements avec un menu unique. Aujourd'hui, on parle des cartes courtes. Je me demande si on n'est pas en train de revenir aux sources du restaurant. Et cette auberge était un endroit chaleureux, assez sympathique d'un point de vue de l'œil. Donc, il y a encore des choses à faire. Oui. On a dépassé le temps, mais ce n'est pas grave, c'était intéressant. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Béatrice, François, Philippe, etc.
À bientôt. Si on a besoin de joindre Bernard, gira.fr, c'est ça? Giraconseil.fr, Bernard Boudboul. On me trouve sur les réseaux sociaux assez facilement et je suis joignable très facilement. Et vous organisez assez souvent aussi des visites parisiennes de restaurants, je crois, hein, des nouveaux concepts. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.